Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le MotoGP revient en force ce week-end à Silverstone et fêtera son 75e anniversaire. Et oui, ça commence à faire, il est plus vieux que mon grand-père. Papy? Non, je déconne les gars, il va bien papy. Pour la première fois de l'histoire, toutes les équipes du plateau MotoGP arboreront une livrée spéciale, en lien avec leur décoration historique. J'ai vraiment hâte de voir ça, en espérant que les sponsors actuels ne viennent pas trop empiéter sur les couleurs. Et pour célébrer l'anniversaire du plus vieux championnat de sport mécanique au monde, j'avais envie de vous raconter quelques petites anecdotes plutôt méconnues, j'espère. Et oui, car en 3/4 de siècle, il s'en est passé des choses. Le championnat du monde de vitesse existe depuis 1949, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Ils se sont pas dit, tiens, si on faisait un championnat? Effectivement, l'idée de faire des courses de moto remonte à 1921. Albert Bonacossa émit plusieurs fois cette idée, et quand il fut élu président de la Fédération internationale des clubs motocyclisme, il mit en place l'unique Grand Prix FICM. L'édition se répéta jusqu'en 1938, où à ce moment-là, plusieurs épreuves eurent lieu, tout comme en 1939, avant que la guerre ne vienne interrompre tout ça. Une fois la paix retrouvée, le GP d'Europe reprit place pour 2 années supplémentaires, en 1947 et 1948, avant de laisser sa place en 1949 au championnat du monde de course sur route, ancêtre du MotoGP actuel. Et l'idée fut tellement bonne qu'un an plus tard, la Fédération internationale de l'automobile décida d'organiser son propre championnat. Ainsi naît la Formule 1. Petit flex quand même que la moto soit l'origine de la création de la F1. Cette image date de 1978. Il s'agit de Roger Fritz, un pilote néo-zélandais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce mec est en avance sur son temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va me servir d'exemple, bien qu'il n'ait pas couru en Grand Prix. Dans les années 70, c'était assez récurrent de voir des appendices aérodynamiques sur les motos. Par exemple, MV Agusta ou encore Suzuki en ont installé, mais les ont retirés assez vite. Pourquoi? Ça je ne saurais pas vous dire précisément. Est-ce que c'est un manque d'efficacité? Pourtant, si on en croit le cas de Roger Fritz, cela semble efficace. Après, entre les ailerons des manufacturiers et ceux du néo-zélandais, il y a un petit step quoi. Et c'était tellement efficace qu'il se les ait vus interdire dans son championnat local, là où a été prise la photo. Bon, j'abuse un peu quand je dis ça, c'est juste que ses adversaires jugeaient cela trop dangereux. En même temps, vu la taille des trucs, ça l'est un peu. Mais comme souvent lorsque quelqu'un trouve quelque chose qui fonctionne, on dit que c'est pas bon pour la sécurité, de sorte que l'ingéniosité soit à retirer. C'est sûrement ce qui s'est passé pour Roger. À savoir que lui, il avait un doctorat en astrophysique, excusez-nous monsieur, donc fabriquer des appendices aéros c'était sûrement plus facile pour lui que pour ses adversaires, d'où leur mobilisation contre. Mais bref, des appendices aérodynamiques, on en voit de temps à autre, ça apparaît, ça disparaît, ça réapparaît, puis ça redisparaît, puis on en revoit en 2010 et 2011 sur les Ducati MotoGP, avant d'être retirés encore une fois. Mais c'est déjà les Italiens qui les apportent dans l'ère moderne. Et moi ce qui m'intéresse c'est l'année 2012, on y voit apparaître le premier roll-shot device à l'avant. Oui, l'abaisseur d'assiette qui est utilisé pour les départs actuellement a déjà été essayé par Honda LCR il y a 12 ans. Sauf que là encore ça a été abandonné assez rapidement, puisqu'à l'époque les pneus avaient moins de grippe, et donc les motos cabraient moins au départ. Donc ça n'était pas réellement utile, mais ça a déjà été testé. Puis finalement le All Shot est apparu en 2018 sur les Ducati, qui 3 ans plus tôt ont apporté une nouvelle fois des ailettes sur leur moto, avant que cela soit interdit en 2017, car là aussi trop dangereux. Mais les Italiens ont contourné le règlement de sorte à ce que ces ailerons soient considérés comme du carénage. Et finalement tout le monde s'y est mis. En 2021, Aprilia a apporté cette pièce à l'arrière de leur moto. Ça rappelle effectivement l'aileron de Roger Fritz. La suite on la connaît, tout le monde s'est mis à avoir des appendices sur les dosseret de selle. Bref, ce gars-là avait 40 ans d'avance et je trouve ça fou. C'est intéressant aussi de voir que les technologies qui ne fonctionnaient pas il y a 15 ans et plus, et bien aujourd'hui c'est le nerf de la guerre en Grand Prix. C'est pas toujours facile d'être en avance sur son temps. Giacomo Agostini, ou le pilote le plus capé de l'histoire avec 15 titres mondiaux, a failli acheter les Grands Prix moto. En effet, dans les années 80, il avait envie de se faire un petit kiff, devenir propriétaire de la 500 cm3. Même pas 10 ans avant, le gars était en train de tout rafler dans le championnat, et là il veut l'acheter en plus, il veut en devenir le propriétaire. On a compris, c'est son sport, ok, tranquille. Et ça aurait été vraiment cool, je pense qu'on ne peut pas avoir un patron plus aimant de ce sport qu'est Agostini. Il y a quelques semaines, le bougre était encore en train de mettre les mains dans le cambouis au Goodwood Festival. Il ne s'arrête jamais. Il a 82 ans. Il est plus vieux que le championnat du monde de moto. Ouais. Mais du coup, pour en revenir à l'achat, eh bien ça ne s'est pas fait car elle faisait équipe avec un certain Bernie Ecclestone. Et ce rat de Bernie voulait attendre que la cote des GP baisse. Bah oui, c'est mieux d'acheter à prix bas. Sauf que la Dorna leur a coupé l'air sous le pied au début des années 90. Mais bon, le MotoGP se comporte très bien avec le promoteur espagnol, donc c'est un mal pour un bien.
Ah, alors celle-ci j'aime beaucoup. On n'a pas la date exacte, mais on est aux alentours des années 2000, à quelques années près. Un journaliste a été aperçu portant un t-shirt Mick Doohan, champion du monde 1992. Sauf que pour les plus aiguisés d'entre vous, vous savez qu'en 1992 ce n'est pas Mick Doohan qui a été titré, mais Wayne Gardner. Alors comment ce t-shirt s'est-il retrouvé sur les épaules de ce journaliste? Personne ne sait, d'autant que tout le merchandising qui a été préparé pour la potentielle célébration du titre de Doohan a été déchiré et brûlé. Et oui, ça peut arriver, des fois le titre se joue à l'ultime épreuve, donc tout ce qui a été préparé en amont pour le célébrer ne servira plus jamais, pour le pilote qui a perdu évidemment. Je ne sais pas ce qu'on en fait aujourd'hui car c'est vrai que brûler et déchirer c'est un peu du gâchis, donc peut-être qu'actuellement c'est recyclé ou envoyé dans des pays démunis. Et peut-être qu'un jour quelqu'un tombera sur un t-shirt Rory Martin champion du monde 2023, ou Rossi 10 fois champion du monde, là ça vaudrait une fortune. Bon allez, tant qu'on est avec Rossi, continuons. On sait qu'il a apporté énormément au MotoGP, et notamment l'un des trucs les plus banals que l'on voit tous, mais auxquels on ne fait pas vraiment plus attention que ça parce que ça casse pas trois pattes à un canard non plus. Je parle des noms sur les fesses des pilotes. Au début, ce dernier était écrit en haut du dos, cela permettait tout simplement de reconnaître les pilotes. Puis la diffusion télé a pris l'ampleur, tout comme les sponsors sur les combinaisons. Et l'un des seuls endroits qui n'était pas prisé par les marques, c'était le bas du dos. On le voit bien avec Valentino Rossi, qui au départ portait son Rossi Fumi en haut, avant que le Nastro Azzurro ne vienne empiéter en 1997, obligeant à le déplacer plus bas. Bon, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Par exemple, on a des images de Loris Capirossi qui, déjà début des années 90, portait son surnom en bas, et par la suite il l'a remis en haut. Mais c'est bien Rossi qui l'a démocratisé, et ce en partie grâce à l'arrivée des caméras embarquées à l'arrière, qui faisaient un gros plan sur le fiac de l'italien, mettant en avant le Z-Doctor coloré, qui devint un classique. Et au fur et à mesure du temps, les pilotes ont été de plus en plus nombreux à inscrire leur nom ou surnom en bas. Même s'il n'y a pas si longtemps, les pilotes Suzuki le portaient en haut. Bon, c'était sûrement plus une question d'esthétique, une sorte d'hommage au style rétro. Ce week-end, le MotoGP fait escale en Angleterre, donc peut-être qu'il va pleuvoir, ou peut-être pas. En tout cas, si les conditions changent pendant la course, les drapeaux blancs seront agités, signe que les pilotes peuvent changer de moto et prendre celle en configuration adéquate. C'est ce qu'on appelle le flag to flag. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à checker le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran. Mais moi je me suis posé une question, quelle a été la première course flag to flag? Eh bien c'est le Grand Prix d'Australie 2006. Le problème avec des conditions variables, c'est que les courses étaient souvent interrompues, en attendant que le temps se calme ou bien que les pilotes changent de pneus. Dans le cas où il se mettait à pleuvoir, il y avait une séance de 20 minutes avant la reprise de la course, pour que les coureurs puissent s'acclimater à ces nouvelles conditions délicates. Ensuite la course était relancée, mais ce n'était pas impossible que les conditions changent à nouveau et qu'on réinterrompe la course. Donc c'est un bordel inimaginable, potentiellement dangereux, et en plus ça a décalé tous les programmes télé d'après. C'est pour cela que la Dorna a instauré ce système de changement de moto, et c'est très bien comme ça. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était histoire de fêter et de revenir sur les 75 ans d'existence du plus beau championnat du monde, en toute objectivité. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end de course. Ciao.